Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à Option Région, on parle de bâtiments en bois, on parle de rues conviviales, on parle de fiscalité municipale, de forêt de proximité, de régime de retraite. Puis également, en terminant, on va avoir une entrevue avec Christian Lapointe, qui est un professeur de théâtre, qui est un metteur en scène, qui est en train de faire un projet extrêmement innovateur et très important pour le Québec. Il veut que le Québec possède sa propre constitution. On va voir ça tout à l'heure. On commence avec la construction en bois. Dans la revue Le Monde forestier de septembre 2018, on y apprend que la plus haute tour en bois va être construite en Norvège, 18 étages, 81 mètres de haut, ça veut dire que c'est presque 300 pieds. Je dirais bravo, ça nous en prendrait de ça au Québec, je pense que c'est vers là qu'il faut aller. Également, aussi toujours dans Le Monde forestier, on parle d'une maison de fin de vie forestière. C'est dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges. C'est une maison de fin de vie qui est située à proximité d'une forêt. Et à ce moment-là, les gens qui sont en fin de vie vont pouvoir avoir un superbe beau décor. Ceux qui sont capables vont pouvoir avoir accès à marcher dans le secteur ou en tout cas être capables de pouvoir profiter de la nature. Je pense que c'est une belle initiative. Puis on n'a pas fini de voir ça, des gens qui vont se préoccuper de la forêt à tout point de vue. On sait qu'avant ça, on disait prendre des marches, ça sauve bien des pelules. Bien, peut-être qu'on va pouvoir dire que la forêt va nous aider à partir sereinement et en beauté. On parle maintenant de IKEA à Québec. Vous savez, un nouveau magasin IKEA, là, ça fait de fureur, etc. Bien, comme bien d'autres mondes, je suis allé voir ça. Et beau magasin. Mais ce qui m'a surpris, c'est que quand je suis arrivé au restaurant, la caissière parlait uniquement en anglais. Et je trouve ça totalement inacceptable. J'ai porté plainte auprès d'IKEA et ce qu'on m'a dit, c'était que comme le magasin était en phase de démarrage, on a fait appel à des gens de d'autres magasins ailleurs, des gens de l'Ontario qui malheureusement ne parlaient pas français et que ça devrait se corriger. Bien, j'espère bien, parce que s'il faut qu'au Québec, on ait des gens unilingues anglophones qui travaillent, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Aussi, dans les nouvelles intéressantes que j'ai vues, j'ai lu dans un site Internet qui s'appelle ConsoGlobe. C'est une application qui s'appelle Buy or Not, autrement dit, acheter ou pas acheter. Bon, ce qui est comique ou en tout cas très questionnable là-dedans, c'est que c'est une application française. Vous savez que les Français, ne sont pas très forts sur le français. Tu sais, c'est pas drôle d'appeler une application Buy or Not quelque chose qui est en France, mais l'application peut être intéressante. Bon, qu'est-ce que c'est cette application-là? C'est que quand on a un produit, quand on a un nom de compagnie, on peut mettre notre téléphone et là, on peut voir toutes sortes de choses qui apparaissent. Est-ce que cette compagnie-là, elle se préoccupe de l'environnement? Est-ce que les employés sont bien traités? Est-ce qu'elle fait l'objet d'un boycottage? Ça veut dire que ça va nous aider à choisir des produits qui sont plus éthiques, qui sont plus intéressants au niveau environnement. Bonne initiative, mais s'il vous plaît, messieurs, madame, les Français, les Françaises, gardez le français à proximité. On parle maintenant de rues conviviales. Il commence à y avoir dans différentes villes du Québec un nouveau concept qu'on appelle les rues conviviales. Qu'est-ce que c'est qu'une rue conviviale? Bien, c'est une rue dans laquelle on va diminuer la vitesse pour faire en sorte que la sécurité et la qualité de vie des citoyens soient améliorées. C'est un concept intéressant, mais il doit y avoir certains critères qu'il faut qu'ils soient respectés. Parmi ces critères-là, c'est que la rue ne peut pas servir de transit. S'il y a des camions qui passent pour le transit, on ne peut pas faire une rue conviviale avec une rue comme ça. Il faut aussi qu'il y ait un faible débit de circulation. Il faut aussi que les citoyens aient fait la demande et il faut qu'en plus, il y ait 51 des résidents, des résidentes qui soient d'accord avec ce concept-là. Puis, il y a un affichage particulier qui est fait, comme vous allez pouvoir à l'écran, qu'on appelle la rue conviviale. Et à ce moment-là, c'est quelque chose que je trouve bien pertinent. Les gens sont à la recherche de ce genre d'idées-là qui ne coûtent pas cher, qui peuvent améliorer la qualité de vie des gens, puis qui peuvent faire que les gens sont heureux de vivre dans leur quartier. Ce que j'espère, c'est que ça va se développer de plus en plus. C'est une initiative qui a été démarrée, semble-t-il, à Sainte-Julie. Et là, c'est la ville de Cowansville qui a décidé d'avoir 6 rues qui vont devenir des rues conviviales. Durant les dernières élections, l'Union des municipalités du Québec avait invité tous les chefs des grands partis à venir nous indiquer qu'est-ce qu'ils allaient promettre pour les municipalités. Lors de cette rencontre-là qui a eu lieu durant les élections, l'Union des municipalités, par le biais de son président, nous a appris que les municipalités s'en vont vers un cul-de-sac au niveau financier parce que la taxation pour eux autres est en train de diminuer, notamment à cause du commerce électronique.
On sait ce que ça fait, le commerce électronique. Les gens commandent par Internet. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de gens qui achètent dans des magasins locaux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est qu'il y a moins d'emplois, il y a moins de commerce, il y a moins de taxation, parce qu'il n'y a pas de commerce, finalement, c'est qu'il y a moins de revenus pour la municipalité. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut absolument avoir un meilleur équilibre en termes de justice fiscale. L'Union des municipalités demande qu'il y ait des nouveaux champs de taxation qui puissent leur être accordés pour éviter de se frapper dans un mur, pour être capable de se donner un avenir. Parmi aussi les éléments qu'ils ont demandé, ils ont demandé, entre autres, au gouvernement du Québec qu'ils paient l'entièreté de la valeur de taxes sur leurs bâtiments. Aussi ridicule que ça puisse paraître, le gouvernement du Québec est probablement un des seuls qui ne paye pas la valeur réelle de ses bâtiments. Le gouvernement du Québec s'est donné la permission de fixer la valeur de ses bâtiments. Et le gouvernement du Québec, au lieu de dire qu'il paye ses taxes, il donne des enlieux de taxes. C'est un peu l'équivalent de la taxe, mais en plus bas. Ce que l'Union des municipalités nous dit, c'est payer vos taxes comme tout le monde, va être déjà un bon départ. Deuxième élément aussi, c'est qu'on dit que les municipalités au Québec qui achètent toutes sortes de produits sont obligées de payer une taxe de vente et ils disent, bien, compte tenu qu'on est une municipalité, est-ce qu'on pourrait ne pas avoir à payer cette taxe-là? Vous pourriez nous la rembourser. Je pense que ça peut être un autre élément qui peut aider les municipalités. Également aussi, on demande aux partis politiques d'avoir des revenus liés à la nouvelle économie. Peut-être qu'il y a une taxation qui puisse être partagée éventuellement à travers des municipalités. Et il y a aussi toute la question des redevances sur les ressources naturelles. Ça, c'est un dossier qui aurait dû être réglé depuis bien longtemps. C'est que ce n'est pas normal que des entreprises puissent prendre des ressources naturelles renouvelables ou non renouvelables, puiser, comme on dit, jusqu'au temps qu'il n'y en ait plus dans certains cas, et qu'à ce moment-là, on laisse à peu près rien dans la municipalité. Normalement, il devrait avoir un principe fondamental qui serait que tu prends une ressource, surtout si elle est non renouvelable, tu prends ça dans un milieu, bien, tu verses une compensation importante de redevances. Et je pense que les redevances qu'on pourrait avoir, ça pourrait être 50 %, séparer ça 50-50 dans le cas de ressources qui sont renouvelables. Puis dans le cas de ressources non renouvelables, ça devrait être encore plus, parce que dans le fond, c'est qu'à partir du moment où le milieu va perdre sa principale ressource, qu'il n'en aura plus, difficile de se développer par après. Fait qu'il faut absolument qu'on en arrive à ça. C'est un sujet dont on parle depuis 25-30 ans. Ça n'a pas avancé beaucoup. J'espère qu'avec le nouveau gouvernement, on va avoir une oreille attentive par rapport à ça. On va voir ça. On va revenir dans les prochaines émissions. Forêt de proximité. Moi, j'entends parler de forêt de proximité depuis plus que 20 ans. C'est quoi une forêt de proximité? C'est une portion importante de forêt qui pourrait être gérée localement ou régionalement par les gens qui sont dans ce milieu-là. C'est une revendication qui est faite depuis très longtemps. Et là, cet été, il y a eu une première forêt de proximité en Abitibi. Bon, c'est presque ridicule, là, en 20 ans, d'en avoir eu seulement qu'une. C'est un départ, mais c'est tellement lent que ça n'a pas d'allure. C'est pas acceptable, là. Dans le fond, c'est que si on va à ce rythme-là, on va être mort avant qu'il y en ait quelques-unes. Je pense qu'il faut vraiment changer cette attitude-là, faire confiance aux gens dans les milieux. Je comprends que les fonctionnaires qui sont très centralisateurs, qui pensent que juste ça comme mode de gestion soient opposés à ça. Je comprends aussi que les entreprises aiment mieux faire affaire juste avec le gouvernement parce que c'est moins compliqué que de faire affaire avec un paquet de municipalités différentes ou un paquet de régions différentes. Mais dans le fond, tant qu'on va faire une gestion centralisée comme ça, on n'aura pas de contrôle sur nos ressources. Puis en plus, on n'a pas la connaissance fine que les gens du milieu peuvent avoir. Fait que je souhaite qu'on ait beaucoup plus de forêts de proximité dans l'avenir. C'est vers là qu'il faut aller. C'est les gens du milieu qui doivent décider de ce qu'on va faire avec les ressources qui sont présentes. Dernier sujet ce matin, on a appris cet été que 18 000 anciens employés de Sears qui sont à la retraite forcée présentement vont voir leur fonds de pension diminuer de 30 % pour les 20 prochains mois et de 18 % par la suite jusqu'à la fin de leur jour. Totalement inacceptable, surtout quand on pense que les patrons se sont donné de joyeuses allocations avant de partir. On a même versé des dividendes aux actionnaires. C'est totalement inacceptable. Il faut qu'on ait un régime de retraite pour tout le monde, universel, surtout pour ceux qui ont des petits salaires. C'est fondamental parce qu'entre autres, on met en péril même la viabilité des régimes de retraite, parce que si on dit aux jeunes, mettez de l'argent dans votre fonds de retraite, mais vous n'êtes pas certain de l'avoir plus tard, qui va vouloir mettre de l'argent là-dedans? Il y a un ménage à faire en profondeur là-dedans, puis ça prend un régime de retraite universel pour tous les Québécois et toutes les Québécoises.
Bonjour Christian, merci d'avoir accepté l'invitation d'Option Région. Christian, tu viens d'avoir 40 ans, tu es metteur en scène, auteur, comédien, professeur à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. On dit de toi que tu n'hésites pas à faire les choses différemment, tu n'hésites pas à sortir du moule. Je dois lancer dernièrement, en collaboration avec l'Institut du Nouveau Monde, un projet intitulé « Constituons ». Ce projet vise à doter le Québec d'une constitution écrite par des citoyens et citoyennes du Québec, et ce, tirée au sort. Est-ce que tout d'abord, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce projet? Ben oui, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Québec n'a pas de constitution formelle. Donc, une constitution, c'est quoi? C'est une loi fondamentale qui explique qui l'on est, qu'est-ce qu'on veut, puis comment on va faire ce qu'on veut. Donc, le Canada a rapatrié sa constitution de l'Angleterre en 1982, et puis ça a été signé par tous les premiers ministres des provinces canadiennes, à l'exception du Québec, qui n'a pas été invité à signer la Constitution canadienne. Donc, sur papier, le Québec ne fait pas partie du Canada. Il en fait partie par tradition. Parce qu'au lendemain de la nuit des longs couteaux, ce que les Anglais appellent the Kitchen Reunion, quand Pierre-Éliott Trudeau a fait signer à tout le monde le représentant de la Constitution canadienne, mais pas à nous, nous, les Québécois, on a continué de vivre dans le Canada. Donc, on est comme des conjoints de fait avec les Canadiens, alors qu'eux, c'est comme s'ils s'étaient mariés à ce moment-là. Donc, nous, on n'a pas de constitution. Puis comme province, on a droit d'avoir une constitution. La Colombie-Britannique en a une constitution. Donc, c'est une loi fondamentale qui dit qui l'on est, ce que l'on veut, puis comment on va faire ce qu'on veut faire. Le fait qu'on n'a pas signé le rapatriement de la Constitution canadienne, puis le fait qu'on n'en a pas comme province, ça nous donne un double statut dans lequel il y a un espace là, pour nous de constituer. Alors, j'ai eu cette idée que le théâtre, c'est un lieu d'agora populaire. Normalement, c'est un lieu de débat. Et je me suis dit, tiens, des théâtres, il y en a partout sur le territoire. Et puis, ces lieux-là sont financés en général par l'État, sont comme des bibliothèques municipales ou des piscines municipales. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut réitérer le théâtre comme lieu de débat? Et est-ce qu'on peut se servir d'un réseau de théâtre sur le territoire pour que des citoyens puissent faire le travail d'écrire la Constitution du Québec? Donc, c'est ça qui était l'idée de base de ce projet. Est-ce que tu peux nous expliquer les principales étapes et échéanciers de ton projet qui vise à donner une constitution réelle pour le Québec? Bien, dans un premier temps, il a fallu regrouper plein de monde. Là. Donc, il y a des étapes qui sont passées. Il y a plusieurs théâtres qui sont devenus partenaires de ça. L'Institut du Nouveau Monde, qui est un organisme à but non lucratif dont le mandat est d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique, a décidé d'embarquer avec moi dans cette aventure. Puis eux, ils ont fait le design de l'Assemblée constituante citoyenne, comme si c'était le gouvernement qui leur avait commandé. Et puis, bien évidemment, là, il y a eu une assemblée d'inauguration. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé Léger 360 et Léger 360 a fait un tirage au sort de 42 personnes, une parité homme-femme, des citoyennes, des citoyens qui viennent de partout au Québec, représentatifs de la société québécoise. Donc, ils sont représentatifs là, au regard du dernier recensement, donc en pourcentage, tant de personnes issues de l'immigration première génération, tant de personnes de la Côte-Nord, de l'Abitibi, des représentativités aussi au niveau de la masse salariale, de l'éducation. Donc, on a vraiment une représentativité là, large de la société québécoise. Et ces 42 citoyennes et citoyens-là se sont rencontrés pour une première fois à Québec, au Théâtre Périscope, en août dernier. Donc, il y a eu une assemblée d'inauguration, donc les constituantes et les constituants, ceux qui ont été tirés au sort par les G360 et ensuite par l'INM, se sont rencontrés pour avoir une série là, de conférences sur ce qui va les occuper. Donc, de grands constitutionnalistes et puis des spécialistes de rédaction de loi se sont présentés là, pendant le week-end et ont fait des communications auprès des constituantes, des constituants pour un peu leur expliquer c'était quoi le travail qu'il y avait à faire, qu'est-ce qu'il y avait comme ouvrage à abattre là, en avant d'eux.
Là, dans un deuxième temps, il va y avoir une rencontre à Montréal où les constituants de partout vont se retrouver pour travailler en commission. Donc, ils sont divisés en 6 commissions, là, que je n'énumérerai pas dans le détail, mais il y a une commission, par exemple, qui est certainement sur le mode de scrutin, puis le système de représentativité, puis notre démocratie. Une commission qui est peut-être sur les ressources, l'environnement, le territoire. Donc, il y a les constituants sont divisés en 6 commissions. Et puis, ils vont travailler là, au mois d'octobre, là, à la fin octobre à Montréal, sur les différents sujets de chacune de ces commissions. Et ensuite, il va y avoir une grande tournée dans toutes les villes du Québec, ou, pas dans toutes les villes du Québec, là, j'ai dit n'importe quoi. Il va y avoir une grande tournée dans 15 villes québécoises où il va y avoir des forums citoyens, où les citoyennes et les citoyens de tout acabit vont pouvoir venir faire des propositions à l'attention de l'Assemblée constituante. Donc, il va y avoir un appel de mémoire, de texte. Et là, les citoyennes et les citoyens de partout vont pouvoir faire des propositions de qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans cette loi fondamentale pour le Québec. Évidemment, il y a déjà des choses qui existent. Comme on y a droit comme province de se doter d'une constitution, il y a tout cet espace qu'on va parler tout à l'heure de la constituante ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans un troisième temps, les constituantes et les constituants vont recevoir les propositions du grand public et là, ils vont avoir une assemblée qu'on appelle de propositions. Et donc là, avec ce qui vient du grand public et avec les travaux en commission, les constituantes et les constituants vont faire un travail de rédaction de la Constitution du Québec. Et ensuite, cette constitution-là va être mise entre des mains de spécialistes. Et là, les spécialistes vont regarder qu'est-ce qui rentre dans la Constitution canadienne, qu'est-ce qui ne rentre pas dans la Constitution canadienne. Et là, ça va être à l'Assemblée constituante, aux citoyens, de décider s'ils amendent pour que ça rentre ou pour que ça ne rentre pas. Et là, s'il y a des choses qui ne rentrent pas, les constituants vont pouvoir décider qu'ils adoptent la Constitution telle qu'elle, ou ils vont peut-être décider d'amender jusqu'à temps que ça rentre dans la Constitution canadienne. Ça, c'est les citoyennes et les citoyens qui vont décider. Donc, et par la suite, il va y avoir un dépôt symbolique de ce texte-là à l'Assemblée nationale. Comment ça t'est venu, cette idée-là? Est-ce que tu avais vu ça ailleurs ou est-ce que, dans le fond, tu t'es dit « j'ai envie de faire quelque chose », puis c'est quoi le début de cette histoire-là? Ben, d'abord, au théâtre, nous, on dit beaucoup de choses, les artistes de théâtre. Hein, on fait des pièces de théâtre dans lesquelles il y a beaucoup de contenu. Là, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire au lieu de dire, parce que j'ai fait plusieurs pièces dans ma vie. Et là, je me suis dit, ah, tiens, si je fais une pièce documentaire sur la question de l'Assemblée constituante citoyenne du Québec, ben, il va falloir faire l'Assemblée constituante pour de vrai, pour la documenter. Tu disais que tu avais embarqué toutes sortes de gens là-dedans, des constitutionnalistes, l'Institut du Nouveau Monde. Est-ce que c'était facile d'embarquer des gens comme Daniel Turp, qui est un constitutionnaliste reconnu, puis d'autres aussi, là? Est-ce qu'ils ont embarqué facilement ou est-ce qu'il y avait des réserves avant d'embarquer là-dedans? Bien, évidemment, les gens qui ont suivi cette aventure-là, ils se sont bien informés sur c'était quoi cette aventure. Dans les faits, moi, je suis l'artiste qui a eu l'idée de déplacer l'enjeu, de le prendre et de le mettre dans un contexte théâtral. Puis sous le couvert du jeu théâtral, tout d'un coup, ah tiens, on peut réaliser cette affaire-là. Alors, l'Institut du Nouveau Monde, qui est un organisme très crédible, le fait que ce soit eux qui conduisent l'enquête, ça a crédibilisé beaucoup cette opération-là, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi à cause que cet institut-là est engagé pour conduire tout l'exercice. Donc, c'est un organisme qui est non partisan. Donc, c'est un exercice qui est non partisan. Ce n'est lié à aucun parti politique. Il y a un nouveau parti qui s'appelle Citoyens au pouvoir. C'est ce qu'eux proposent de faire, le même exercice, mais ils sont un parti politique qui veulent être élus dans le but de faire ça. Et là, moi, ce que je dis, dans le fond, puis ce que cet exercice-là propose, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être élu pour faire ça. C'est un droit. Nous, les citoyens du Québec, on est en droit d'être constitués, d'être dotés d'une loi fondamentale qui va régir le reste des questions du vivre ensemble. C'est un droit qu'on a. Puis, par-dessus ça, on a le droit que ce soit des citoyens qui fassent ce travail-là, et non pas l'élite, là, des partis politiques. Donc, c'est de sortir de la politique partisane, cette question fondamentale,
Donc, c'est de dire qui on est, qu'est-ce qu'on veut, comment on va le faire, ce qu'on veut faire. Le Québec, c'est une nation. Hein, ça a été reconnu par une motion du gouvernement de Stephen Harper à la Chambre des communes il y a plusieurs années de ça. Et on ne dispose pas de ce texte fondamental. Donc, mais ce qui est intéressant dans ce que tu proposes, c'est que c'est probablement une des rares fois qu'une constitution va être écrite par des citoyens et des citoyennes au lieu d'être écrite par des spécialistes. Là. Puis, tu parlais tantôt de financement. Tu disais qu'il y a certaines organisations syndicales ou autres qui ont participé au financement. Est-ce que les citoyens peuvent participer au financement s'ils trouvent que ça a du bon sens? Puis comment ils peuvent faire ça? Bien, sur le site de l'INM, là, à inm.qc.ca/constitution, il y a un petit onglet là, où on peut aller faire un don. En effet, il y a eu une campagne de sociofinancement sur la ruche qui a ramassé quand même beaucoup de sous. Il y a plusieurs centaines de personnes, là, donc je dirais 300, 400 personnes qui ont fait des dons individuels déjà dans ça. Plusieurs organismes qui regroupent beaucoup de monde. Donc, ça commence à faire pas mal de milliers de gens avec les organismes qui ont mis des sous là-dedans, qui représentent du monde, là. Ça fait quand même pas mal de monde qui sont derrière cette aventure. Est-ce qu'on peut suivre l'évolution du projet par un site Internet ou est-ce que c'est... Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Donc, tout se trouve sur le site de l'INM, dans le projet Constitution, sur le site de l'INM, là, à inm.qc.ca. Puis, la TELUC met en ligne les travaux. Donc, l'assemblée d'inauguration qui a eu lieu au Périscope à Québec, au Théâtre Périscope au mois d'août, on peut déjà aller voir les travaux qui ont été archivés. Là, spécialement la première journée, c'est assez intéressant. Il y a le constitutionnaliste Benoît Pelletier qui vient parler, et Mme Joanne Poirier aussi, qui est une constitutionnaliste très reconnue. Évidemment, c'est Daniel Turp puis la bâtonnière Claudia Prémont qui co-préside cette assemblée constituante. On ne voit pas beaucoup les citoyens parce que les citoyens qui ont été tirés au sort à l'INM, on cherche à protéger ces gens-là, qui ne soient pas noyautés par des lobbies ou par des... et là, il va y avoir des travaux, là, c'est ça, 20-21 octobre, il va y avoir des travaux. Le matin, le dimanche matin, en plénière, ils vont revenir sur les travaux de commission. Ça va être intéressant à regarder en direct là, via le site de l'INM avec une mise en onde de la TELUC. C'est quoi ton rapport avec la politique? Tu disais tantôt que tu ne milites pas nécessairement pour un parti politique, mais quelle relation tu vois entre le théâtre et la politique? Là? Comment tu vois ça, les rapports entre les deux? Bien, d'abord, tout est politique. Hein? Chaque geste que vous faites sur Internet est monétisé par quelqu'un et notre pouvoir d'achat de citoyen, c'est politique. Chaque chose qu'on achète, chaque geste qu'on fait qui est monétisé est un geste politique. Donc, presque tout est politique. Il n'y a rien qui n'est pas politique. Le théâtre, c'est le lieu où on soulève les questions les plus fondamentales du vivre ensemble. En tout cas, c'est un lieu qui essaie de soulever des débats. Évidemment, là, cet été, on a vu avec les questions de représentativité, les problèmes auxquels Robert Lepage a fait face, on a vu à quel point ça peut devenir un émulateur pour mettre sur la place publique des questions éminemment politiques. Et donc, moi, je crois que le théâtre a déjà été à la base de grands bouleversements de société et qu'encore aujourd'hui, il pourrait l'être. Et puis, c'est avec ce projet une des choses que j'essaie de prouver peut-être, de voir comment, par la mobilisation d'une idée artistique, tout d'un coup, ça se déplace dans le réel. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas un rôle des artistes d'être en avance un peu sur leur temps? Bien, les artistes ont certainement comme mandat et comme rôle de faire, moi je dis, c'est faire soulever la boue au fond de la mare. Hein? Donc, nous, on pose des questions, puis les questions qu'on pose, normalement, elles servent à faire apparaître les absurdités de nos systèmes ou les contradictions ou les choses heureuses aussi. Donc, en effet, on est obligé de voir venir, d'être un peu visionnaire. Donc, moi, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 3 ans. Quand j'ai commencé ça, j'étais inspiré par Denis Tremblay, qui s'était fait nommer roi de l'Anse-Saint-Jean. Hein? Denis Tremblay, qui se fait nommer roi de l'Anse-Saint-Jean, c'était un post-doctorat. Donc, c'était vraiment un geste d'artiste. Et ça s'est retrouvé, parce que tu ne peux pas être roi au royaume de la reine d'Angleterre, ça s'est retrouvé à s'immiscer dans tout un univers politique. Donc, évidemment, là, on est dans d'autres zones. C'est beaucoup plus vaste, là, je pense. Mais ça reste que le geste de Denis Tremblay était un geste inspirant pour moi. Est-ce qu'on peut dire que la monarchie est en train de se transformer en république?
Bien là, c'est les citoyens tirés au hasard qui vont décider de tout. Donc, moi, je n'ai aucun pouvoir décisionnel sur rien de ce qui va se retrouver dans cette Constitution du Québec. Il y a 42 personnes qui ont été sélectionnées de façon aléatoire et ils ont de 18 à 78 ans et ils sont de toutes les couleurs, de toutes les allégeances et c'est eux qui vont, par consensus, décider de qu'est-ce qui va se trouver dans cette Constitution qu'on va soumettre après à l'Assemblée nationale. Et là, après, les législateurs, on verra ce qu'ils disent. Une fois que la Constitution va être déposée, tu sais que ça va être déposé à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Puis est-ce qu'elle pourrait être modifiée au fil des ans? Est-ce qu'il y aura une suite à la fin ou si on dit, moi, j'ai fait mon mandat, puis à ce moment-là, c'est qu'on laisse les politiciens faire la suite des choses? Mais dans le fond, dans un processus normal, une fois que les citoyens qui ont été tirés au sort vont avoir fini de rédiger la Constitution du Québec, si c'était commandé par le gouvernement, ce que le gouvernement ferait, c'est qu'il enverrait ça en référendum. Là, on voterait tout le monde là-dessus, à voir si on l'accepte ou pas. Là, ce n'est pas commandé par le gouvernement, c'est une commande de la société civile. Donc, ça vient d'en bas vers en haut. Là, donc, nous, on va faire le dépôt à l'Assemblée nationale dans le but de solliciter les législateurs à sonder la population. C'est comme si on les responsabilise de dire, bien, écoutez, ce processus-là a été fait selon les règles, comme si ça avait été commandé par le gouvernement, mais ça a été commandé par la société civile. Toute la démarche est impeccable. Elle a été faite dans une méthodologie rigoureuse par un organisme crédible, probablement le plus crédible pour gagner un appel d'offres si le gouvernement l'avait commandé. Maintenant, on vous responsabilise, on vous demande de sonder la population pour voir si la population accepterait que cette Constitution-là soit la Constitution du Québec. Christian, c'est un très beau projet. Puis je pense que la meilleure façon qu'il y ait des suites, c'est qu'on en parle. À Option Région, on va suivre ça tout au long de l'automne, pour essayer, comme on dit, d'informer le plus possible les gens. Puis vraiment, tout ce que je peux dire, c'est bravo. Puis je pense qu'on peut être fiers de toi puis de toute cette démarche-là. Je pense que J'espère que ça va se reprendre peut-être au niveau local ou régional, qu'on puisse avoir une constitution locale ou régionale éventuellement. Mais tu auras été le fer de lance de cette démocratie citoyenne. Merci beaucoup, puis au plaisir de se reparler.